Le Club Info se poursuit, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en direct sur LCI. Poutine est-il mis en échec en Ukraine? La question peut paraître contre-intuitive, mais nous allons vous montrer carte à l'appui comment Moscou s'est enlisé et a même reculé depuis pratiquement 2 ans, ce que le Kremlin refuse d'admettre. Souvenez-vous, il y a 2 ans, ces colonnes de chars qui déferlaient sur l'Ukraine, direction Kiev. Poutine était à l'époque censé envahir l'Ukraine en quelques jours. Ces colonnes de chars avaient suscité l'effroi en Ukraine. L'opération militaire spéciale avait été déclenchée pour protéger les victimes du régime de Kiev, selon Poutine. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Force est de constater que 2 ans plus tard, Poutine a fait face à des difficultés qu'il n'avait pas anticipées. Colonel, on a choisi 3 cartes qui représentent 3 instants T du conflit. La première, c'est mars 2022. Nous sommes quelques semaines après le début de la guerre et on voit bien, alors les territoires qui sont représentés en rouge, ce sont les territoires que les Russes ont occupés peu de temps après le déclenchement de l'opération, et on voit bien que la progression est fulgurante autour de la capitale ukrainienne, dans le nord-est autour de Kharkiv et autour de la région de Kherson. À ce moment-là, on pense que Poutine ne va faire qu'une bouchée de l'Ukraine. Mais si on revient pratiquement 1 an plus tard, en février 2023, regardez, c'est comme assez criant. Regardez les territoires rouges là, ils ne sont plus là, car la contre-offensive ukrainienne a permis à Kiev de récupérer de nombreux territoires, de reprendre Kherson. Et regardez ce qu'il reste à la Russie, ce sont des territoires en rouge, en orange, ça c'est la Crimée, on a une partie du Donbass, ça ce sont les territoires annexés entre guillemets par Poutine. Et si on revient maintenant, février 2024, regardez, le front est quasiment gelé. On a toujours les territoires représentés au rouge, occupés par Moscou, qui n'ont quasiment pas bougé. Alors, colonel, est-ce qu'on peut dire que finalement, Poutine n'a pas réussi à mener l'opération tant espérée? Et on voit bien avec ce triptyque l'évolution depuis 2 ans. Absolument. Alors, en fait, Poutine a essayé de mettre Kiev en échec et mat, hein, notamment en prenant Kiev, en essayant de prendre Kiev. Il s'est arrêté au nord de Kiev, en essayant de renverser son gouvernement et en même temps en prenant des territoires, notamment la ville de Kharkov qui est importante. C'est l'ancienne capitale historique de l'Ukraine, mais c'est une ville occupée, enfin avec beaucoup de Russes, avec une population qui parle russe. Alors en fait, ça ne va pas durer très longtemps parce que les Ukrainiens résistent. Et donc cet échec et mat, cette guerre éclair, ce blitzkrieg a raté, à mon avis, parce qu'il était insuffisamment préparé, d'une part. Quand on se lance dans une opération comme ça, on prépare, on ne voit pas des grandes colonnes de blindés hein, qui restent, que tout le monde voit par satellite et qui peuvent être détruites facilement, ce qui a été le cas. Cette opération a été mise en échec aussi parce qu'il a voulu faire effort partout en même temps, oui, avec des effectifs insuffisants. En fait, à peine une centaine de milliers d'hommes sur l'ensemble du territoire face à un ennemi ukrainien qui était déterminé et qu'il avait sous-estimé. Et qui a permis à Kiev de reprendre... Alors en fait, voilà, Kiev, aidé par les Occidentaux, mais d'abord avec ses propres moyens, a repris l'initiative. Donc là, Poutine a perdu son initiative. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui maintenant qui subit les assauts de Kiev, donc il perd Kharkov ou Kharkiv. Par contre, il essaie de se stabiliser sur une ligne Bakhmout, Kherson, Odessa, enfin Odessa exclu, pour bien sûr préserver la Crimée. Mais si vous voulez, là où il a échoué, c'est que la Crimée, en fait, n'est pas si sûre que cela, parce que les Ukrainiens, sans marine, uniquement avec des drones, avec des moyens tout à fait modernes, ont réussi à tenir en échec la marine russe de la mer Noire et à l'empêcher notamment d'aller sur les eaux internationales. D'autre part,
Poutine ne réussit à obtenir quelques succès locaux que grâce à sa supériorité d'artillerie, sa supériorité de feu. Et donc on en est à un front statique. Donc je dirais qu'il a voulu mettre les Ukrainiens échec et mat, les Ukrainiens ont repris l'avantage. Et là, ce qu'il cherche à faire, c'est ce que appellent les joueurs d'échecs, c'est un pat. Un échec et pat, c'est-à-dire faire une guerre sans vainqueur, mais où il aura quand même obtenu des territoires. Évidemment, ce dont ne veulent pas les Ukrainiens. Mais évidemment, il sait que si les Ukrainiens n'ont pas l'effort des Occidentaux voulus, si les Ukrainiens ont trop de pertes qui sont insupportables pour leur opinion publique, eh bien, il aura quand même réussi cet échec et pat, je dirais, c'est-à-dire cette manière de stabiliser des territoires qui représentent, je pense, 17% de l'Ukraine. Évidemment, les Ukrainiens n'auront pas eu ce qu'ils auraient voulu, c'est-à-dire reconquérir, y compris la Crimée, qui est les Russes depuis 2014, que Poutine a conquis en 2014. Alors, pour le coup, cette opération était mieux préparée, il n'y a eu pratiquement aucune victime, et puis ça a été rapidement mené. Donc voilà, Poutine a été mis en échec par rapport à ses objectifs de guerre initiaux. Il voulait annexer l'Ukraine, il voulait intégrer l'Ukraine de force dans un ensemble russe, et puis il est tombé sur des Ukrainiens qui ont résisté, sur des Occidentaux qui ont aidé les Ukrainiens, qui leur ont apporté la logistique nécessaire, pas suffisante pour reconquérir tout l'espace perdu, mais suffisante pour résister à Poutine. Donc Poutine est mis en pâte et il voudrait, je pense, sauvegarder ses acquis et puis amener les Ukrainiens à la table des négociations, notamment via les Occidentaux, via des Occidentaux dont les gouvernements vont peut-être changer, via leurs opinions publiques. Hier, on a entendu « Monsieur le Président, on ne veut pas de votre guerre chez certains agriculteurs ». Donc là aussi, Poutine mise sur l'impopularité de la guerre dans les opinions publiques occidentales, sur la crise économique qu'elle pourrait occasionner, cette aide à l'Ukraine, au plan occidental. Donc il n'a pas encore complètement perdu la partie en termes stratégiques, mais il a perdu la partie dans la mesure où il a raté son objectif initial, qui était l'intégration de l'espace ukrainien et de la population ukrainienne dans un ensemble plus vaste qui est l'Empire russe. On poursuit le débat, colonel, avec vous et avec nos invités, notamment à la lumière de ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères, dans le Figaro. Et lui aussi considère qu'on oublie trop souvent de dire que Vladimir Poutine a perdu des territoires, a été mis en échec. Il dit « Quand je fais le bilan, ce que je vois, c'est l'échec de la Russie. Qui aurait prédit que l'Ukraine résisterait si bien et que l'opération spéciale du Kremlin serait un échec ? N'oublions pas que les militaires russes qui sont entrés en Ukraine depuis la Biélorussie avaient dans leur pactage leur uniforme de parade. Ils prévoyaient de défiler à Kiev quelques jours plus tard. Cet échec est dû, selon Jean-Yves Le Drian, à plusieurs erreurs d'appréciation de la part de Vladimir Poutine. Poutine a surestimé ses forces, il a subi des échecs cuisants et même des humiliations. On en parlait, la destruction du croiseur Moskva, les frappes contre le pont de Kerch en Crimée, le reflux de la flotte de la mer Noire. Patrick Martin-Génier, Poutine est donc affaibli plus qu'il ne veut l'admettre. Oui, bien sûr qu'il est affaibli. C'est une défaite stratégique, c'est une défaite idéologique, c'est une défaite militaire, car vous l'avez justement rappelé, il pensait pouvoir défiler dans les jours qui suivaient son invasion. Donc dès lors qu'effectivement ce pronostic ne s'est pas réalisé, c'est une défaite, mais il n'en demeure pas moins que même si la Russie a perdu des territoires, pour l'instant le front est complètement gelé, et le ministre actuel de la Défense, Rustem Umerov, le ministre ukrainien, vient de lancer un appel en disant que le territoire a effectivement été gelé et que 50% des armements qui avaient été promis par l'Occident ne sont toujours pas arrivés, premièrement, et le ministre de la Défense ukrainien ajoute « Nous sommes en train de perdre du territoire ». Donc oui, d'accord, c'est effectivement une défaite stratégique et militaire pour la Russie. Il n'en demeure pas moins qu'ils multiplient les moyens, qu'ils sont sur le front. Ils viennent de reprendre donc Advitka. Et donc aujourd'hui, bien évidemment, ce ministre ajoute qu'on n'a jamais vu une guerre être gagnée si on n'a pas une supériorité aérienne. Et aujourd'hui, c'est ça qui manque. Donc
naturellement que Poutine a perdu son pari, mais aujourd'hui, l'Ukraine est en difficulté. Et ce qu'il faut pour qu'il y ait une victoire définitive de ce pays, c'est en effet que tous les armements arrivent, les missiles à longue portée, les avions. Tout ça leur permettra de gagner la guerre. Mais on sait très bien que Poutine, lui, se projette jusqu'en 2025. Vous parliez d'Avdiivka, Patrick. On peut voir ces images qui ont été diffusées aujourd'hui par les chaînes Telegram russes, celle du chef de la République de Donetsk, côté territoire occupé, Denis Pouchiline, qui s'est affiché sur le terrain après la victoire russe, qui a réussi il y a quelques jours à conquérir cette ville clé du Donbass. Votre regard, Margot? C'est une opération de communication. Voilà, opération, même je dirais plus loin, une opération de propagande. On a vu également Sergueï Shoigu hier déambuler auprès des troupes. Forcément, Avdiivka pour eux, c'est une victoire. On ne peut pas non plus se fermer les yeux, être dans l'aveuglement. Si l'Ukraine a pu tenir, ça a été forcément une surprise pour les Russes, et notamment le général Syrski, qui est désormais chef d'état-major, qui lui avait mis en place le plan pour que Kiev ne tombe pas, ce qui a été une véritable réussite. Mais maintenant, bien sûr que l'Ukraine peut tenir, mais il faut l'appui des Européens, et il faut un appui rapide. Demain, il y a une conférence à l'Élysée, une réunion de travail, justement avec plusieurs leaders européens, mais également d'autres leaders qui seront présents à Paris à l'initiative du président Emmanuel Macron pour justement parler des moyens d'action immédiats. Puisque bien sûr, on a vu des accords bilatéraux prendre forme ces derniers temps, au Royaume-Uni, France, Allemagne, également l'Italie hier, sur des accords de sécurité sur 10 ans. Mais là, l'urgence, elle est maintenant. Et on sent tout de même un changement de ton de la part des Européens, avec notamment ce que Patrick Martin-Genier disait sur les armes de longue portée, qui permettraient aussi de frapper en profondeur et donc de frapper sur le territoire russe, ce qui est un changement de ton par rapport à avant. Et ça, on le voit très clairement de la part des Européens, de la part des membres de l'OTAN, qui autorisent petit à petit l'Ukraine à combattre à armes égales. Et ça, c'est quelque chose qu'on aurait dû voir déjà depuis un moment. Il est clair qu'il y a eu un retard dans la prise de conscience de ce que représentait la Russie sur le plan mondial et sa capacité à tenir également, puisqu'ils ont des méthodes que nous, pays démocratiques et occidentaux, n'avons pas. Par exemple, il y a peu de temps, on a appris par l'Inde que des personnes de nationalité indienne avaient été forcées d'être recrutés dans l'armée russe. Alors, les Russes disent que c'est à l'arrière, mais il y a une véritable question que se pose le gouvernement en Inde à l'heure actuelle, le gouvernement de Narendra Modi, en disant que c'était illégal de recruter des personnes de non-nationalité russe, donc qui ne sont pas russes, dans l'armée russe. Mais ils le font. Et donc ça, ce ne sont pas des pratiques que les Occidentaux, que les membres de l'OTAN ont. Donc, comment faire front, ne pas rester non plus dans une guerre d'attrition, tout en ayant nos méthodes à nous, des méthodes démocratiques. Natalia. Je vais essayer d'être brève. Il y a 4 types de guerres. Premier type de guerre, vous allez envahir un territoire, vous tuez tout le monde, et c'est à vous, c'est matériel. Les autres sont des barbares, nous on veut leur bien. Deuxième type de guerre, c'est comme au Moyen-Âge, quand les rois de l'Europe luttaient les uns contre les autres, et ça rappelle un peu comme les petits-enfants chez le notaire qui luttent pour l'héritage de leur tante. Et du coup, c'est la guerre entre les gens qui parlent la même langue et sont de la même famille, ont la même idéologie, la même vision du monde. De temps en temps, ils se frappent, ils se tuent, et leur violence elle est rationnelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir des morts, mais c'est rationnel. Et puis, il y a des croisades. La croisade, c'est quand vous imposez votre idéologie. Et bien sûr, vous prenez les territoires, mais surtout, vous cherchez à convertir les nouveaux territoires dans votre croyance. Et donc, Poutine, il est, au départ, on aurait pu penser que c'était une guerre barbare parce qu'on a vu comment les Russes ou les Bouriates ou que sais-je tuaient juste pour prendre des machines à laver ou des micro-ondes. On aurait pu penser que c'était une première guerre, mais pourquoi donc ils auraient besoin des territoires? Je parle parce que tout le monde parle des territoires aujourd'hui. Donc,
Pour Poutine, c'est plus une croisade. Et il y a un quatrième type de guerre, hein, c'est la guerre contre les hérétiques. C'est-à-dire que quand les gens qui pensent la même chose, qui sont de la même culture, trouvent des gens qui dévient. Et du coup, il faut les éliminer. Poutine, il mène 2 guerres. Avec l'Occident, il est en guerre de croisade. Oui. Parce que c'est une autre idéologie et il ne veut pas accepter l'idéologie occidentale. Avec l'Ukraine, il est dans cette 4e guerre la plus sanglante parce qu'il considère que l'Ukraine, c'est des hérétiques. C'est-à-dire que c'est les gens comme nous, comme il dit ça. C'est la Russie qui n'est plus la Russie. Le problème de ces 2 types de guerre, hein, c'est que vous ne pouvez pas regarder les cartes. C'est la guerre jusqu'à ce que l'idée de l'ennemi ne meure. Et dans ce cas-là, textuellement, c'est jusqu'à dernier soldat. Ou alors, on peut avoir des pauses, et c'est un peu comme les guerres entre les chrétiens et les musulmans. L'histoire a connu que, par exemple, les croisades étaient perdues contre le monde asiatique. Donc, parce que les gens tiennent, mais ça peut durer. Peut pas, Natalia, mais ça peut durer des dizaines d'années. Est-ce qu'on ne peut pas comparer ça à une sorte de caractère génocidaire depuis le début? Parce qu'on sait très bien que l'objectif de Vladimir Poutine, c'était d'éradiquer l'Ukraine, la culture ukrainienne. Ça présente beaucoup de critères de génocide. Bien sûr, mais Patrick, je vais vous dire qu'entre l'Occident et la Palestine, la solution, c'est soit un pays fait le génocide, soit c'est Israël qui fait le génocide, soit c'est la Palestine qui fait le génocide. C'est ça la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'issue. C'est la guerre sans fin, en fait. Le colonel veut réagir, allez-y. Oui, alors moi, je voudrais reprendre les mots de Lord Cameron, de David Cameron, au Conseil de sécurité, il y a 2 jours. Il a dit, devant le représentant russe, c'était un niveau ministériel, il a dit la Russie a obligé le monde, et en particulier l'Europe, à une guerre du type du guerre de 19e siècle. En fait, la guerre de 19e siècle, c'est quoi? C'est les guerres que se faisaient, notamment la guerre de Crimée de 1854, hein, où les pays intervenaient militairement pour ensuite traiter et ensuite amener l'adversaire à reconnaître de nouvelles frontières, reconnaître des annexions. Alors il aurait pu même dire 18e siècle. Hein. C'est Frédéric II qui a commencé ces guerres, Louis XIV avant lui d'ailleurs, et ce sont des guerres où le territoire est prééminent. C'est-à-dire qu'en fait, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'aspect idéologique. Hein. C'est vrai qu'il y a aussi un aspect idéologique. Mais je crois que ce qu'a bien illustré David Cameron, c'est de dire, voilà, nous, en Europe, on s'était dit que c'était du passé, tout ça. Depuis la Seconde Guerre mondiale, plus jamais de guerre. Alors, bien sûr, il y avait eu l'ex-Yougoslavie, mais là, c'était parce qu'il y avait des raisons ethniques, religieuses, tout ça. Mais les histoires de territoire, faire une guerre pour récupérer 3 cantons et 2... Si vous voulez, on ne va pas imaginer la France vouloir attaquer la Belgique pour prendre, je ne sais pas, la région de Bruxelles ou la région de Namur, vous voyez. Donc... David Cameron a bien montré que le monde était un peu pris à contre-pied par l'initiative de Poutine sur ce plan-là, et en particulier tout le domaine des relations internationales. C'est-à-dire que, évidemment, on dit il a attaqué, et bien, à juste titre, un pays souverain dans ses frontières, et c'est bien cela qui gêne. Et puis, ce qui gêne surtout, c'est que c'est une puissance nucléaire qu'il a fait. On aurait pu penser que la Russie faisait partie des adultes, hein, c'est-à-dire des gens qui avaient bien intégré les horreurs des 2 conflits mondiaux, et pour ne pas en créer ou risquer d'en créer un 3e, pas de chance, c'est un pays qui reprend une idéologie, enfin une vision stratégique du 19e siècle. Et surtout qu'il l'avait toujours dit, Vladimir Poutine. Rappelez-vous de ces mots. La Russie n'a pas de frontières. Il l'avait dit lors d'une conférence en 2016 de la Société russe de géographie, où justement, il disait que les frontières de la Russie ne s'arrêtaient nulle part. Et on a tendance à ne pas écouter ce que les dirigeants du monde disent, parce qu'on prend ça comme des menaces en l'air, alors que parfois, il y a un semblant de vérité à l'intérieur. Oui, il faut écouter ce que dit Vladimir Poutine. On va partir sur le terrain. Et Donald Trump également. Et Donald Trump également. Vous en savez quelque chose, vous qui allez régulièrement suivre la campagne aux États-Unis. On va partir sur le terrain du conflit en Ukraine. Face aux frappes russes, Kharkiv transforme ses stations de métro en écoles souterraines. 5 stations servent à assurer la scolarité des enfants de la 2e ville d'Ukraine. Un peu plus de 2000 élèves y sont scolarisés. Les autres suivent les cours à distance. Et depuis le début de l'année, des classes de maternelle ont été ouvertes. Regardez ce reportage, ce document LCI signé Gwendoline de Bono, Vincent Wartner et Yevhen Semekine.
À proximité des plateformes, dans un couloir du métro, ces habitants n'attendent pas le prochain train, mais la sortie des classes. Dans ce passage, désormais fermé entre les rames, ces élèves de maternelle ont retrouvé le chemin de l'école il y a seulement 1 mois et demi. Depuis le début de l'invasion russe, ils étaient chez eux. La chose la plus difficile, c'est qu'ils devraient avoir plus de connaissances, mais il leur manque plusieurs acquis. C'est difficile parce qu'ils ont passé un certain temps chez eux. Ensuite, l'autre défi, c'est la socialisation. Parce qu'ils ne savent pas bien communiquer avec les autres. Ils n'ont pas été dans un groupe d'enfants depuis longtemps, mais ils le veulent vraiment. Les quelques 2000 élèves scolarisés dans le métro de Kharkiv ont 2 heures de cours par jour. Ils ont besoin de temps pour s'adapter, dit l'enseignante. Les enfants apprennent à leur rythme, sous les yeux de psychologues présentes dans chaque classe. Elles ont chacune leur méthode. Quand ils sont inquiets, ils ont besoin d'être pris dans les bras. Si vous leur faites des câlins, alors très vite tout va mieux et tout se passe bien. Mathématiques, jeux, dessins, l'équipe ne ménage pas ses efforts pour apporter aux enfants un semblant de normalité dans ces souterrains. Une idée qui, dès le départ, a rassuré les parents, reconnaissants. C'est formidable parce qu'ici, ils se retrouvent avec d'autres enfants, ils se préparent aux classes supérieures. Moi, à la maison, je n'ai pas le temps de leur apporter tout ça parce que j'ai 3 autres enfants. Au moins ici, en sécurité, ils apprennent quelque chose. Les trains passent et les cours s'achèvent pour les élèves de petite section. À la sortie, ils retrouvent la lumière du jour, les affiches à la gloire de l'armée et les sirènes d'alerte. Vous restez avec nous dans quelques minutes. Nous suivrons en direct la grande conférence de presse de Volodymyr Zelensky, 2 ans après le début de la guerre en Ukraine. Son message à l'Occident, son message aux Ukrainiens, évidemment. Il sera face à la presse 2 ans après le début du conflit. A tout de suite sur LCI.